Bonjour à tous les amis, chers entrepreneurs, chers travailleurs, chers chômeurs, chers demandeurs de conditions de substitution pour la prise de la kétamine. Bonjour. Enchanté, merci pour cette présentation. Je peux pas faire mieux. Là franchement c'était pas mal. C'est parfait, il n'y a rien à acheter, tout est à garder. Les amis, petite vidéo, alors on est chez nous, hein. Je vous rassure, on n'est pas dans les Pyrénées ou je sais pas où, on est vraiment chez nous dans notre campagne. On est dans un endroit qui est absolument magnifique, hein, la campagne comme d'habitude, hein, la campagne angevine, magnifique. On est venu de manière sportive, parce que la route était complètement neigée, etc. Donc là on est dans un endroit absolument magnifique les amis qu'on ne peut pas vous dévoiler. On le vous dévoilera plus tard, mais ce qu'il y a de l'autre côté de la caméra c'est un petit peu hallucinant. Donc là les amis, prends place. Merci Aurélien. Lucien, ça me fait plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir de faire une petite vidéo avec mon ami, mais d'abord associé. Ah oui, puis alors là, quel lieu, la neige, on peut pas faire mieux parce qu'on en fait pas beaucoup des vidéos, mais celle-là au moins. Puis on en fait, déjà on fait pas beaucoup de vidéos, et puis en plus de ça il neige une fois tous les 10 ans. Les amis, petit sommaire de la vidéo avant de commencer. Déjà on va vous expliquer un petit peu comment on s'est rencontré avec Aurélien, comment on a fait aujourd'hui pour avoir des crédits, comment on pense nous faire pour négocier un crédit, l'expérience qu'on a eue, les échecs aussi, hein, parce qu'on a pris des petites claques derrière la tête. Oui. On a des copains aussi qui ont pris des vraies claques derrière la tête, donc il y a des choses auxquelles il faut se méfier. Donc on va vous expliquer tout ça dans un premier temps. Dans un second temps, on a préparé tout un document sur la partie législation, comment préparer un dossier de financement, comment construire un business plan pour convaincre, comment parler de son projet, comment obtenir un crédit, que ce soit pour quelqu'un qui est salarié qui veut s'acheter une maison, quelqu'un qui a une entreprise qui veut s'acheter une entreprise, une autre, des murs, un bâtiment, agrandir, développer son business plan, faire un pop out comme on dit. Non, je sais plus comment ils disent. Ouais, scale up. Ouais, non, et moi il y a un gars il m'a appelé, il m'a dit Lucien, t'es à 4% de ce que tu peux faire. Je vais te scaler ton business et je vais prendre 50%. Et avec les 50% que tu vas gagner, tu gagneras déjà 10 fois plus qu'aujourd'hui. T'es à 4% mec. J'ai dit écoute, je veux rester à 4%. Je veux rester à 4%. Laisse-moi tranquille. Donc on va revenir à la fin de la vidéo les amis sur un petit document qu'on a préparé en vous donnant vraiment plein de règles, plein de choses assez intéressantes à mon goût. Et donc c'est parti pour cette petite vidéo. Les amis, petite pause dans cette vidéo pleine de neige. Là maintenant on a une toiture sur nous donc on n'a pas les pieds dans la neige. On est devant le petit stand boiserie de notre magasin de moto. Regarde, retourne la caméra mon chef Hugo. Regarde le plafond, regarde un petit peu tout ce qu'il y a là. T'es parti là-bas faire demi-tour frère. Je me suis dit il se casse gros. Donc on est dans notre petit magasin les amis, Emic Shop. Il y a les soldes pour tous ceux qui prennent soit de l'équipement de moto, soit des huiles, soit des casques, des bottes, des tenues, des mini-motos. On a aussi plein de consommables moto. Et puis des bécanes neuves, des bécanes de super motards homologués, enduro, cross. Enfin on a vraiment tout ce qu'il faut les gars. Donc si ça vous fait un petit kiff, il y a les soldes. On fait vraiment des trucs en essayant de jouer le jeu à mort. Donc n'hésitez pas à passer sur notre magasin ou d'aller voir le petit compte Instagram. Et puis en plus de ça, il y a tous les vêtements La Boiserie de la nouvelle collection si vous voulez vous faire un petit kiff les amis. Et puis ceux qui peuvent pas venir, évidemment les amis, sur le petit site internet la-boiserie.fr, il y a des soldes jusqu'à -50, on a fait des petits challenges sympas, on a fait plein de trucs. Qu'allez voir sur le site, il y a plein de petits trucs cool. Et tous les autres trucs, hein, évidemment, je vous parle de ça parce qu'on est là, mais l'airsoft, les assurances, tout ça, il y a des petits trucs un peu partout. Retour les amis sur comment négocier un prêt bancaire, c'est quand même assez important parce que sinon, là nous, tu vois, il y a quand même un petit peu de moto, etc. Et puis quand on a commencé, il a fallu commencer avec quelques motos. Donc j'ai mis des motos à moi, j'ai mis des motos que j'avais à moi en collection que j'allais pas vendre, mais tu sais ça remplissait le magasin, puis après on en enlevait une, on en rachetait une, etc. en fonction des trésoreries des boîtes. Donc on a aussi fait des travaux, on a aussi fait des prêts bancaires ici. Donc tu vois, j'ai voulu faire un truc vraiment stylé avec les motos pendues au plafond, la peinture noire, tu vois, tout le bardage peint en noir, une bande ici toute noire, mettre un système de clim de ouf. Donc on s'est vraiment investi dans ce projet. Et mine de rien, si t'as pas bien négocié un prêt bancaire, tu peux pas aller au bout de tout ça. Donc retour dans la neige les amis pour le suite de cette petite vidéo. Donc là les amis on est dans cette petite campagne pour parler d'un sujet quand même qui est vachement important, qui était revenu beaucoup sur les réseaux sociaux. C'était comment on fait pour avoir des financements bancaires, des crédits, etc. L'avantage de cette petite vidéo c'est que Aurélien là il est au bord de la dépression. Donc ça fait 6 mois qu'il en prend plein sa gueule. C'est ça, c'est vrai en plus. On est sur des projets en commun pareil qu'on vous
dévoilera bientôt aussi, les amis. Et puis, dans tous les cas, Aurélien, c'est quelqu'un qui a déjà connu l'achat immobilier perso. Ouais. Tu as déjà connu quelque chose que j'avais jamais connu avant, c'était le rachat d'entreprise. Mon premier atelier, c'est une société que j'ai acheté. Ouais. Voilà, ton atelier de ACTV. Exactement. Qu'on avait filmé, les amis. Tu avais racheté donc cet atelier de confection. Oui, exactement. Qui était existant depuis 1990. J'ai racheté le fonds de commerce. Et pour ce qu'on a fait en commun, il y a des choses qui sont un peu différentes parce que j'ai racheté qu'un fonds de commerce au démarrage. Et tu peux aussi racheter les titres. Et dans ces cas-là, tu achètes donc l'actif et le passif quand tu rachètes les titres. Et moi, je n'avais acheté que le passif. L'actif, pardon, évidemment. Mais tu avais acheté aussi les machines à coudre. Ouais, et ça, après, oui, c'est de l'investissement qui était venu au fur et à mesure. Ouais. Donc ça fait 5 ans que j'ai racheté cet atelier-là. D'accord. Voilà. Donc, janvier 2021. On va dire quoi, 100 mètres carrés 140 mètres carrés. 140 mètres carrés d'atelier. Donc, broderie, DTF, couture, les grosses machines à coudre. Et la seule chose que je ne faisais pas dans l'atelier, c'était la sérigraphie. Sérigraphie. Qui demande un savoir-faire un peu différent. Et puis la place manquait aussi tout court dans l'atelier. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on s'est cogné avec Aurélien pour faire simple. Il travaillait dans une assez grosse usine de textile. Ouais. Et puis, on s'est rencontrés par des rendez-vous, etc. Et c'est là qu'à un moment donné, moi, j'en avais marre d'avoir 15 000 interlocuteurs pour les vêtements à la boiserie. Et puis, Aurélien m'a dit, écoute, moi, je suis chaud de m'occuper vraiment bien de tes dossiers. Et par contre, faut que tu me fasses confiance. Et je vais monter ma boîte. Et t'as été courageux. Et tu m'as fait confiance. Et je t'ai peut-être menacé de mort. Oui, un peu. Mais en fait, j'ai toujours le doute. Si c'est au fond, je me dis, jamais je vais le baiser. Vraiment, parce que on sait pas comment je pourrais finir. Et t'as réussi à faire ça. Tu vois, t'as créé ce doute en moi. À l'époque, je me rappelle, on était avec Babas. Il est venu à l'atelier, c'était un carnage. On était avec Babas. Et je lui dis, gros, je veux bien donner tout mon argent pour que tu fasses tous mes vêtements, mais juste me vole pas, frère, parce que je vais te tuer. Et je vais vraiment aller en prison et toi, tu vas mourir. Est-ce que tu te souviens de la petite dédicace de Babas sur mon tableau? Vous étiez venus tous les deux, c'était dans les premières fois où vraiment vous veniez à l'atelier. Je me rappelle plus du tout. Il est venu, donc carnage, parce que il rentre dans les toilettes, il me pète la poignée, puis en fait, ce côté très drôle, il me le sort, mais c'était un enfant quand il me montrait la poignée. Ouais. Puis après, il me dit, de toute façon, je me récupère ou je me rattrape. Il avait écrit sur le tableau de prod, Babas avec un cœur, puis il a dit maintenant ça vaut des milliers, ça. Il y avait l'équipe qui regardait en mode c'est qui? Voilà. Bon, oui, il ouvrait les cartons, il touchait à tout, c'était une catastrophe. Tout. Et tout était nul. À chaque fois, dès que je me tu vas pas faire ça. C'est de la merde ça, t'es sérieux? Et donc voilà, ça c'est un petit récapitulatif les amis pour vous expliquer, mais on avait bien expliqué dans la vidéo qu'on avait fait dans l'usine d'Aurélien. Et donc aujourd'hui on a un très gros projet en commun qu'on vous dévoilera bientôt, dans un petit mois. Un gros mois. Ouais, un gros mois. Plutôt un gros mois. Ouais. Un vrai truc. Ça a été le plus gros projet de notre vie, autant pour lui que pour moi. C'était important de donner tous ces détails parce que, par exemple, quand tu achètes une société avec des rachats d'actions, quand tu rachètes les murs, quand tu rachètes le fonds de commerce d'une boîte, ça peut influer vraiment sur le financement. Ouais. Et c'est ça qui va tout changer. L'idée de la vidéo, c'était de vous dire comment négocier un financement, mais c'est surtout aussi comment en obtenir un. On va revenir sur des petits classiques, voilà, mais là, on va surtout parler de l'expérience qu'on a eue nous. Je pense que la première base pour le côté achat immobilier, c'est ce qui intéresse beaucoup les gens sur cette chaîne YouTube. Il y a plein de choses qui peuvent pêcher. Moi, je pense déjà, quand tu vas... Là, on parle de quelqu'un qui se présente à la banque en disant « Bonjour, je voudrais 140 000 € pour acheter une maison ». Première chose, pour moi, ça s'est traduit vraiment comme ça et j'ai toujours demandé des infos, comment ça fonctionnait. Et ça s'est toujours traduit directement par combien tu gagnes et est-ce que tu as des revenus qui sont stables. On est d'accord? Oui, c'est ça, c'est le point de départ. J'ai des potes, moi, qui arrivent à faire des financements en micro-entreprise, qui ont acheté 2 maisons en micro-entreprise, mais revenus tous les mois identiques. Depuis des années. Jamais en dents de scie avec 300 € un mois, 4 000 un autre mois. Toujours des revenus qui étaient vraiment toujours les mêmes. Toujours un peu d'épargne. Jamais de découvert, jamais de trucs. Et là, dans un cas comme ça, la banque a dit oui. Mais même moi, ça m'a surpris parce que franchement, pour moi, dans ma tête, micro, c'était mort. Oui. Pour moi, c'était mort. Oui, je suis d'accord avec toi. Et mon pote en micro, il a acheté une première baraque, ça s'est super bien passé. Et donc là, la banque, elle fait ça. Tu achètes en micro-société, si tu as un CDI, ça va être beaucoup plus facile. Maintenant, la banque, elle fait un calcul. Hein. Oui. Elle calcule combien tu dépenses tous les mois pour ta bouffe, ton gasoil, ton truc, et elle va calculer ce qui te reste. Le reste à vivre. Le reste à vivre. Et en fonction de ton taux d'endettement, ça passe ou pas. Le taux d'endettement, dis-moi si je me trompe, je crois que c'est toujours à 33%. Ouais, c'est ça, 33. Il a peut-être passé à 35. Oui, il est peut-être passé à 35. Et donc, ça veut dire que si tu gagnes 1 000 €, tu as le droit de dépenser 350 € dans un crédit par mois. Et des fois, tu as des petites dérogations. Oui. Parce qu'on s'était retrouvé à titre personnel à une époque où je n'avais pas de société. Je travaillais donc en tant que commercial. On était monté avec Léna jusqu'à 50% de taux d'endettement. Ah oui. On a fait ça et je pense que c'était même un tout petit peu plus que ça. Ah oui. On avait réussi à faire. Parce que vous étiez en couple, tout ça. Donc on était en couple, on avait des bons revenus, évidemment ça joue quand même, stable depuis un petit moment, dans des boîtes un peu connues, saines quoi, c'est-à-dire qu'elles existent depuis des années. Et puis quelqu'un qui croyait aussi en nous, parce que c'était la directrice de l'agence qui nous gérait. Mais on est monté, en fait on avait donc un logement principal, un locatif,
et on avait acheté la maison où tu es venu, donc à Sucé-sur-Erne. Et donc à ce moment-là, on s'est retrouvé à plus de 50% de taux d'endettement. Mais les deux étaient loués, tu sais, donc en fait, ils calculent pas de cette façon-là. Pour eux, à partir du moment où c'était loué, c'était une autre époque aussi, hein, ça remonte à presque 8-10 ans. Je le referai jamais parce que t'as une pression au-dessus de la tête à te dire 50%. Ah ouais, si t'as un loyer qui pète, c'est énervé. Voilà, donc très rapidement, en fait, on en avait revendu un qui nous a permis d'avoir de l'apport pour notre maison. Mais on est monté jusqu'à plus de 50. Là, c'est intéressant de savoir parce que c'est vraiment la banque a prêté jusqu'à 50% de taux d'endettement, mais elle a vu qu'il y avait une maison en location, que vous aviez des bons revenus. Oui, évidemment, quelqu'un qui gagne 30 000 euros par mois, on va pas lui dire tu utilises 33% de taux d'endettement. Il va pouvoir aller bien plus parce que même si tu gagnes beaucoup d'argent, ton train de vie n'est pas forcément indexé sur tes revenus. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi aussi, j'arrive à faire des crédits qui sont beaucoup plus élevés que 33% de ce que je gagne. Mais ça, on va dire pour quelqu'un de classique qui est en CDI, il faut partir sur 33-35%. Il reste, comme disait Aurélien, le reste à vivre. Oui, c'est ça. Donc si t'as pas un train de vie qui est trop démesuré comparé à ce que tu gagnes, bah ça rentrera. Et puis c'est comme ça que genre normalement t'as ton crédit. Bon, ça tout le monde le savait. En micro-entreprise, souvent, moi je pensais que c'était mort, mais encore une fois, ils vont regarder ce qu'il y a autour. Est-ce que t'as déjà été propriétaire d'une maison? Est-ce que les découverts? Pareil, ça compte à mort. Hein. Clairement, il y a des banques, c'est vraiment rédhibitoire. Si tu as des découvertes, tu as toujours les mois, des fins de mois difficiles et tout, je sais qu'ils te disent que c'est mort. Oui. Mais il y a quand même, c'est une négociation les gars. Pourquoi le titre de la vie, on a vidéo, on a mis comment négocier un financement? Bah parce que en fait, tout ça c'est une négociation. On se rend compte qu'en fait, quand ils veulent pas te prêter de l'argent, ils te disent qu'il y a des règles. Mais quand c'est des gens avec qui tu as envie de travailler, tu te rends compte qu'il n'y a pas tellement de règles. Le banquier, entre guillemets, ça va être ton avocat au tribunal et il va aller vendre ton dossier au juge. C'est ça. Et c'est le juge qui va dire Lucien en prison. C'est faux, c'est en fait la règle qui va être à retenir pour tous les dossiers que tu fais, c'est faut se battre tout le temps. Quoi. Peu importe la qualité de ton dossier, en réalité il faut défendre et puis pas. Moi je l'ai vécu comme ça parce que j'avais jamais eu trop de problèmes pour me faire financer. Et là pour le dossier qu'on a en commun et qui arrive, j'ai pris une petite claque derrière la tête parce qu'en gros quand on a commencé à m'expliquer que bah non c'était pas comme ça que ça allait se passer, je me suis dit bah attends mais comment ça se fait, je suis finançable, tu vois, je me mets la tête, mais c'est pas. En fait en réalité il faut aller se battre tout le temps puisque le banquier c'est lui qui décide. Alors il y a deux choses, il y a l'aspect perso, où là généralement ton conseiller ou ton directeur d'agence, ils ont la main parce que les montants dépassent jamais, je crois qu'ils ont des règles, hein, en dessous de 300, enfin je pense que les banques ça varie, mais entre 250 et 300 pour moi ça reste en agence, puis dès que tu veux taper plus haut, c'est là où ça remonte, et c'est dans ces moments-là où si tu veux te faire du locatif ou si tu veux avoir une maison principale un peu plus sympa, c'est là où tu vas peut-être aller chercher des montants différents, mais par exemple tu as fait des choix d'investir dans l'immobilier pour du locatif, je l'ai fait, je n'en ferai pas, parce que j'ai été déçu de cette partie-là, je préfère demain mettre un peu plus d'endettement sur une maison principale, mais aller chercher le financement qui va en face. En fait, c'est comme les gens qui vous disent oui, en bourse, faut faire ci, faut faire ça, dans l'immobilier, faut faire ci, faut faire ça. En fait, la complexité de tous ces trucs-là dans la vie, c'est de l'adapter à vous. Quelle est votre situation? Est-ce que vous êtes en couple ou célibataire? Est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous êtes en CDI? Est-ce que vous avez une entreprise? Est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'elle a des bénéfices? Est-ce qu'elle a des dettes? Est-ce que vous avez déjà un peu d'apport et tout ça? Tout ça, ça va être en fonction de vous. Et il ne faut pas croire que tu gagnes 1400 euros par mois, tu as le droit à temps. Tu peux des fois aller chercher beaucoup plus loin et beaucoup moins. Et c'est la même chose avec des plus gros montants. Nous, aujourd'hui, on est toujours... et d'ailleurs, nous, les banquiers, des fois, ils s'étonnent qu'on soit dans un discours où on a envie de travailler avec eux. Parce que les gens sont toujours, entre guillemets, un peu anti-banque. Mais nous, on a besoin des banques pour créer du patrimoine, créer plein de choses qu'on veut développer, des entreprises, créer de l'emploi, des bâtiments. Et donc, ces banquiers-là, ils ont besoin de nous. Parce que si tu écoutes les gens, il faut parler qu'en crypto et machin. Mais en crypto, ils ne te prêtent pas de l'argent pour t'acheter une baraque, hein, tu vois. Alors maintenant, ils le disent que sur la blockchain, maintenant, tu peux acheter ta baraque. Mais les gars, il faut bloquer en stablecoin l'équivalent de ce que tu empruntes. Donc ça veut dire que tu veux acheter une maison à 200 000, on va te prêter 200 000, mais il faut que tu bloques 200. Pour moi qui ne connais pas la crypto jusqu'au bout des doigts, aujourd'hui j'ai pas trouvé quelque chose où il y avait vraiment du financement en crypto-monnaie. Et puis de toute façon aujourd'hui on travaille avec les banques, il faut travailler avec les banques, on n'a pas le choix. Les taux d'intérêt ils sont ce qu'ils sont, on n'a pas le choix les gars. Enfin vous peut-être vous avez le choix, vous êtes peut-être milliardaire mais pas nous. Par contre les taux ça fait mal. Là les taux c'est un vrai taux en métal et puis il te le sert comme ça sur toi. Ça fait très, les 50% par exemple d'endettement dont on parle, mon taux de ma maison là actuelle c'est 1,25. Oui, bah moi, tu veux que je te dise le mien? En dessous de 1 0,79. Mon premier crédit que j'ai fait, j'avais 18 ans ou 19 ans, je venais de signer mon CDI et c'était le lendemain de la fin de ma période d'essai. Donc en fait, à un moment donné, c'est intéressant de parler de tous les principes, etc. On va rentrer un petit peu dans les détails, mais il y a aussi le fait de se motiver, les gars. Moi, je vois des gars qui arrivent à des magasins à moi, il arrive, salut, tu peux me prendre en stage?
Ah, ça va? Je me dis si c'est un abonné, je suis pas méchant, tu vois, parce que je suis pas trop patron. Je dis bah non, en fait, faut que tu amènes ta lettre de motivation et ton CV. Et moi, je sais qu'il y avait un truc qui comptait à mort à l'époque, hein, en 2012, quand j'allais déposer des CV, des lettres de motivation, dès que c'était une lettre de motivation, enfin à chaque fois, je voyais des patrons qui disaient c'est mort, on veut une lettre de motivation écrite à la main. Ah ouais? Et moi, j'avais fait tous les week-ends, j'écrivais une centaine de lettres de motivation écrites à la main, avec le nom de l'établissement dédié à l'intérieur, etc. Et j'en ai déposé partout. Mon rêve, c'était de travailler dans un magasin de moto. Ah ouais, J'ai été dans tous les magasins de moto de la Terre, enfin de ma région. J'ai été dans mon magasin de macarons, à l'époque, je suis venu déposer un CV, qui était une agence. Et j'ai déposé partout, et j'ai été pris chez Honda. T'as fait un BTS en alternance, ça? Ouais. Ah, c'est ça, hein. Et moi, j'avais fait des lettres de motivation à la sortie du lycée. Et j'ai été pris chez Honda. Et puis après, chez Honda, j'ai fait la même chose et j'ai été pris chez Kawa. Puis maintenant, je me les fais plus, évidemment, les lettres de motivation, mais je suis con. Mais après, t'as de la chance quand c'est le papa ou la maman qui vient avec l'enfant et qui dit vous pouvez prendre mon enfant en stage. Ça décrédibilise à mort aussi. Oui. Moi, quand il y a des jeunes qui arrivent, qui sont polis, qui courtois, qui arrivent avec un dossier. Bonjour, je me présente, je cherche un stage. Voici ma lettre de motivation. Voilà pourquoi j'aimerais travailler chez vous. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable? Mais même si c'est pas envisageable, j'essaye de trouver une solution. Je me dis putain, il a la dalle le petit, tu vois. Et moi je l'ai fait ça, d'y aller, de donner des trucs. Là tu les vois. Wesh, ça prend des stages ou quoi ici, wesh? Ah ouais non, j'ai pas eu ça moi. Je prends ça là. Toi, tu te fais ta là. Ah non, j'ai pas ça. Ah si, moi j'en ai. Nos ateliers, ils sont plus... mais par contre, c'est les mamans ou les papas. Ouais. Oui, mais après, c'est mignon aussi, les gens, ils ont 14 ans, ils sont timides, tu vois, on peut comprendre. Un enfant qui vient et qui tremble un peu, qui est pas à l'aise, et là, je vais le mettre à l'aise, je vais le rassurer, et je vais dire peut-être non, mais tu vas pas être méchant avec quelqu'un, on l'a fait. Mais je trouve ça beaucoup plus décrédibilisant quand c'est un papa. Et puis, il faut prendre des stagiaires parce que il y a énormément de gens comme moi qui ont été passionnés et qui ont été complètement dans le bain, dans un truc de mécanique. Moi, le premier mec qui a accepté que je fasse un stage, c'est le patron des magasins de vélo Cycle Cesbron. Et aujourd'hui, c'est un restaurant chinois par chez nous. Et avant, c'était un magasin de vélo Cycle Cesbron. Et le patron qui m'avait pris en stage, qui était très très sympa. Et bon, après, il prenait plein de gens en stage, mais c'est des gens qui avaient pris le temps de nous d'écouter, de nous former, etc. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui refusent en disant ouais, fait chier, c'est vrai qu'un stagiaire, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit c'est un mec qui va bosser à mort, soit c'est quelqu'un qui va simplement regarder être sur son téléphone. Tu vois, j'en ai gros, ils sont sur leur téléphone, ils ont une puff, ils sont assis. J'arrive, je fais quoi toi? Bah je suis au stage. Lève-toi, range ta puff pourrie, range ton téléphone. T'es fou. Mais ça rend fou, mec. Oui, moi j'aurais fait ça à l'époque en stage de découverte avec le patron de chez Cycle Cesbron. Il m'aurait dit tu fais quoi toi? T'es venu en stage. On prend du temps pour toi et t'es sur ton téléphone. Donc non, et ça se passe pas comme ça. Je pense Nat, elle t'a pas éduqué comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout, mais je pense qu'à l'époque c'était comme ça. Et donc je pense aussi aux patrons qui veulent pas prendre des stagiaires. Prenez-en les gars, parce que vous allez donner une image à des jeunes positive, vous allez les aider à découvrer des passions, ou alors vous allez les convaincre de ne pas faire ce métier-là. Mais dans tous les cas, ça aide, c'est très important. Et ils s'en rappelleront toute leur vie. Et moi, je pense que les deux patrons de Cycle Cesbron se rappellent même pas que j'étais stagiaire là-bas. Et moi, il m'a marqué ce stage. Parce qu'il a accepté, le patron, je lui avais demandé que je regarde qu'il y ait une vente. Je regardais, j'en rappelle, il vendait un vélo à une dame, le vrai patron, le grand patron. Et après, j'ai été à l'atelier, j'ai regardé un peu la mécanique, etc., comment ça fonctionnait. Et moi, je me rappelle vraiment bien de ce stage. Et ça m'a vraiment motivé pour plein de choses dans ma vie. Mais tu avais été démarcher le mec en direct? Oui, et mon père, il attendait dans sa BX, devant le magasin, et il avait dit t'y vas. Et j'avais 14 ans, 13-14 ans, et j'ai été déposer mon CV, ma lettre de motivation écrite à la main, et j'ai été pris en stage de découverte en 3e. Et bah du coup, je trouve que c'est bien d'avoir fait ça, parce que pour aller voir une banque, c'est la même chose. Hein. Voilà. Peu importe ton niveau de revenu, ou ta société, si elle est très bien en ce moment et tout, à un moment donné, il faut aller te défendre. Voilà. Et en face, t'as des gens, ils t'attendent pas. Pourquoi on se défend nous? Pourquoi il dit ça Aurélien et que nous aujourd'hui on se défend alors qu'on a pas mal d'argent de placer, on a pas mal d'immobilier, on a plutôt une bonne situation en tant qu'entrepreneur. À ce jour, oui. Je touche de la neige pourvu que tiens touche un peu toi aussi. S'il te plaît, tu la touches s'il te plaît la neige. Pourvu que ça dure. J'ai pas envie de la payer. Pourvu que ça dure. Et on s'en fout si ça dure pas. Je retournerai dans le mobil-home, je chie dedans. Fais chier. Puis je t'emmènerai dans ma merde toi aussi. Oh merde. Mais pourquoi on se retrouve aujourd'hui à devoir aussi aller démarcher des banques et négocier avec eux? Parce que on a financé, je vous donne mon exemple, ou même celui d'Aurélien, il a financé un atelier, il a racheté une entreprise, il a financé sa maison, il a financé d'autres projets en parallèle, il en a peut-être pas 50, mais ça fait quand même déjà plusieurs trucs où tous les mois il faut payer tout ça. Et moi les banquiers, quand je vais les voir et que je leur dis bonjour, je voudrais racheter une entreprise, j'en ai pour 7,5 millions. Ah ouais, non mais vraiment. Le banquier va me dire attendez, le magasin d'Airsoft, il coûte avec Jabot Assurance 1 million, le château
il coûte 1,5 million. Je sais plus, j'oublie des trucs. Enfin bon, il y a peut-être 5 millions de trucs financés, ou 4 millions peut-être. Ouais, mais on doit au moins 4-5 millions de trucs financés. À un moment donné, mes revenus, ils sont pas non plus extensibles en fonction de ce que... Ils sont pas indexés sur ce que j'achète. Et donc, il faut aussi aller voir les banques et les motiver. Pourquoi ce projet-là? C'est ce que j'avais déjà expliqué dans une vidéo. Quand j'ai été voir les banques et que je voulais racheter le circuit, que la femme qui était moitié folle, elle m'avait insulté de tous les noms. Je comprends, alors que son mari, tout était ok avec son mari. Enfin bon, peu importe. Vous vous rendez compte? Mais je dis, madame, votre mari, il est d'accord, votre mari va te faire elle m'a défoncé, frère. Les femmes décident quand même encore beaucoup. Hein. Ah oui, bah, c'est les maîtresses du monde, hein. On n'y peut rien, nous, on est fait faibles. Les bonhommes, mais... Ah bah nous on fait les bonhommes, mais on est faibles. Hein. Quand ça crie, ça crie. Hein. Voilà. Vois, je peux te dire, quand ma mère elle sort, frère, et qu'elle a une tête énervée, je prends les coursifs du château, frère, et j'essaye de me caler dans un endroit comme ça, et j'attends, elle passe devant moi, je me dis... Pourvu que ce soit un salarié qui prenne et pas moi. Et elle a pas une petite tête de côté quand elle y va. Elle part, elle fait... Quand ma mère elle fait comme ça, tu dis ouh là, le troisième qui redémarre là-dedans, frère. Je me casse d'ici, moi, frère. Franchement, tu l'as fait passer pour l'alcoolique. Ah oui. Même nos collaborateurs, ils t'envoient un message pour dire je peux l'appeler, mais elle mange personne, là, t'inquiète. Oui. Il faut savoir que je suis vraiment une horrible personne parce que tout le monde envoie des bouteilles de vin à ma mère. Tout le monde prend ma mère vraiment pour une alcoolique. C'est comme quand j'avais dit que je faisais que de dire que Médo était riche. Enfin, je veux dire, il ne vivait que autour de ça, c'était horrible, le pauvre. Donc évidemment, c'est du poids. Il y a quand même un peu de blague là-dessus, les amis. Hein. Même s'il y a une partie qui est vraie. Et donc, il faut quand même aller séduire les banques. Et pour ce circuit, on a dû présenter. Moi, voilà ce que j'avais fait. Je l'avais déjà dit, hein, comme je disais dans une vidéo. On se met autour d'une table. Aujourd'hui, nous, c'est les banquiers qui se déplacent vers nous parce que on fait tout ça. Mais sinon, c'est toi qui vas dans une agence, puis t'emmènes ton PowerPoint. Un banquier, il sera beaucoup plus ouvert. Mettez-vous à la place du banquier. Ouais. T'as quelqu'un qui arrive, bonjour, il me faut 150 000. Bah, je sais pas, j'ai envie de ma maison est pourrie, j'ai une vie de merde, voilà. Bah là, le mec, il va se dire, attends, est-ce qu'il va me rembourser, tu vois? Non, il va plutôt pas y croire. Quand t'arrives, que ce soit, nous on le fait au château, on met plusieurs banques. Quelqu'un qui a une situation plutôt classique, il fera différemment. Mais moi, je sais que je mets 3-4 banques autour de la table, on a un écran géant là, et on présente un PowerPoint qu'on a préparé pendant des heures et des heures. Et tout ce travail-là, tu peux très bien le faire et l'emmener à la banque si t'es en agence et dire, voilà, je voudrais vous présenter mon projet. Ouais. Voilà pourquoi, avec un prévisionnel, un plan de financement, comment je vais rembourser, ce que j'imagine sur la première année, la deuxième, la troisième, qu'est-ce que je peux mettre en acompte, ou alors tu motives le fait de ne pas en mettre. Et quand tu fais ça, bah moi, ça s'est toujours vachement bien passé. Mais tu finis par trouver, il faut juste savoir que Médéric, c'est 12 refus, ouais. T'as dit 11 refus, puis à la 12e, il a été financé. Et pour les projets qu'on a fait, on a fait 10 banques. Ouais. Nous, on a fait un très gros projet, un peu comme Médo avait fait à l'époque. On l'a fait ensemble. On a sollicité 10 banques. On n'a pas dit oui. Et il y en a aujourd'hui 4 qui ont fait un pool bancaire, donc ils vont se mettre ensemble pour financer. Et c'est ça qui est un deuxième truc que moi je ne connaissais pas, puisque mon premier atelier, je l'ai racheté avec une banque, tout seul. Oui. Mais le crédit, c'était 38 000 euros, plus 9 000 euros, donc ça faisait 47 000. Voilà, c'était un petit atelier de confection. Une banque suffisait. Ouais. Évidemment, quand tu passes certains stades de plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions même. Oui. Ouais, mais je veux pas. Non, mais il faut que les gens comprennent aussi. Il faut que les gens comprennent. Je vais mal dormir. Oui, non, mais là, tu es en train de dire. Faut rembourser l'affaire. Non, mais c'est quand. Mais tu te retrouves. Oui, on est d'accord. C'est un très gros projet qui est en vraiment plusieurs millions d'euros. Mais l'histoire du pool bancaire, tu te souviens, la première banque que moi j'ai vue qui était la mienne, au début m'a dit bah non, c'est bon, t'inquiète, on finance. Et c'est de là que je suis parti dans l'erreur que j'ai faite, et tu fais bien de le préciser, c'est que je pensais qu'on avait un dossier très propre, sincèrement, et je l'ai attaqué en disant je pense que les banques vont nous dire amen et qu'on va financer le bazar sans problème. Vraiment, je suis parti comme ça. Et puis quand t'as déjà une entreprise, 2 entreprises, nous on est associés tous les deux. J'ai aussi plusieurs entreprises. Elles sont toutes rentables. Bon bilan. Elles ont toutes des bons bilans. Il y a des placements de trésorerie, il n'y a pas de l'argent qui est jeté par les fenêtres n'importe comment, etc. Les banquiers, on se dit c'est sûr qu'ils vont nous suivre. Et sauf que là, vu que l'ampleur du projet était assez grosse, il faut aussi qu'on aille remotiver. Mais en fait, on est exactement à la même place que quelqu'un qui va gagner 1 400 euros net et qui va demander une maison à 100 000 euros et elle a financé tout seul. Tu vois, c'est la leçon du truc. C'est la même chose. Tu finis toujours à te retrouver à une époque où quand tu disais j'ai pas assez d'argent pour acheter ma première maison, puis tu gagnes 1 400. Et puis là, maintenant, on n'a pas assez d'argent pour acheter le deuxième hélicoptère. Oui. Ouais, après, excuse-moi. Tu te retrouves toujours à une place où tu dois négocier ou trouver des solutions et faire des calculs. Et t'es pas plus fort qu'un autre, ou alors en fait c'est soit tu décides de mettre le cash que t'as de dispo, mais c'est tellement dur à avoir de côté que tu veux avoir aussi cette souplesse de te dire qu'un jour ça va plus mal, t'as cette soupape. Et le banquier, il faut qu'il y croit lui. Un organisme qui est pas mal, c'est la BPI, parce que ça c'est un bon filon pour les gens qui ont des entreprises. Ils viennent contre-garantir, ils viennent faire des choses et faut le donner, parce que j'ai croisé un entrepreneur il y a une dizaine de jours qui
qui du coup lui est en difficulté et qui a un passage compliqué en trésor. Et je lui dis va pas voir ta banque. Il me dit la banque ne suit pas. Mais les banques ne suivent jamais, c'est un problème de trésor. Si tu es en moins tous les mois, ils vont jamais te mettre 1 euro. C'est normal, ils y croient plus en fait à ce moment-là. Bah oui. Mais tu as un organisme qui existe en France et c'est le seul organisme qui existe comme ça en France. Ça n'existe pas dans d'autres pays. C'est la BPI et je trouve que ça c'est très bien de l'avoir. Et nous on l'a rencontré. Et ils sont un peu longs dans leur démarche pour nous, mais par contre ils ont un tas de services pour venir épauler les entrepreneurs et notamment pour des prêts de trésorerie. Si à un moment donné, si tu leur représentes un prévisionnel en leur disant c'est un passage à vide, mais j'ai tel contrat. Il y a plein de gens qui ont morflé avec le Covid par exemple. Dans le métier qu'on fait, alors toi tu es sur l'univers des marques de vêtements, ta communauté qui te suit, ton engagement, la sincérité que tu as depuis des années fait que tu arrives à maintenir ce que tu fais et même à développer. Mais il y a un tas de marques aujourd'hui de vêtements. Ils sont en chute libre, on entend des IKKS, des machins et tout, ils sont en redressement judiciaire, c'est fini. Parce qu'en fait, l'univers du textile, il est en train de se... c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Donc il faut être sérieux dans les affaires qu'on fait, sortir du jeu. Et puis les banques, en fait, à un moment donné, elles ont les indicateurs. En fait, c'est ça aussi, hein, c'est qu'il y a certains indicateurs qui font que l'univers du textile, ça les fait moins rêver en ce moment qu'il y a peut-être 10 ans, en fait, tout simplement. Et donc, tu es obligé de te battre pour certains projets. Et l'histoire d'un pool bancaire, je l'ai découvert. Hein, et en fait, solliciter plusieurs banques comme l'a dû le faire Medo, il faut effectivement y croire, défendre ton projet. Et tu peux être déçu parce qu'il y a même des banques qui vont te dire non, j'y crois pas. De toute façon, quand quelqu'un a la dalle, les gars, quand vous avez faim, que vous avez envie d'entreprendre, que vous avez envie d'aller au bout de vos projets, il faut rien lâcher. Oui. Faut pas écouter les gens qui vont vous donner des conseils mais qui n'ont jamais rien fait eux. Écoutez plein de gens qui vont vous donner des conseils et qui sont pas là à vous vendre quelque chose, à vous vendre un financement, à vous vendre une formation, à vous vendre quelque chose. Alors effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je me rappelle en agence, t'es quand même moins, t'es reçu comme le petit gars qui sert à rien, qui t'amène pas grand chose. Donc va falloir charbonner. Moi j'ai vu des gens vraiment qui étaient méchants, qui prenaient du plaisir à faire ça à l'époque où on était dans la merde avec ma mère. Moi j'ai vu un mec une fois couper la carte bancaire de ma mère et lui dire vous avez qu'à mieux gérer votre argent, c'est votre problème, redonnez-moi votre chéquier. Moi je l'ai vu ça moi. J'ai pas. Moi je l'ai vu. Dur en tant qu'enfant. Bon 15 ans après ce mec là il a pris un vrai coup de pestion, il est devenu tout rouge. Mais en tout cas je veux dire nous on vous parle parce qu'il y a plein de gens ils vont regarder YouTube, ils vont se dire ah bah ils parlent, ils ont des entreprises etc. Mais les gars nous on a mangé notre caca donc on sait. Et puis on n'a rien fait en fait. Aurélien il était salarié comme tout le monde avant, il a connu des bons salaires mais il a commencé aussi avec des salaires très classiques proches du SMIC. Oui. Moi j'ai commencé avec 731 € par mois, donc on sait de quoi on parle aussi, on n'est pas en train de vous dire oui faites ce qu'on vous dit, on est les plus forts, pas du tout. C'est long un peu. On a plein de trucs aujourd'hui mais on peut tout perdre. Plus on lance des gros projets, plus on prend des risques aussi. Hein. Exactement. Avant quand tu as 200-300 000 € d'actifs et que tu gères des petites boîtes, tu peux perdre de 100 000, 150 000. Aujourd'hui c'est des dizaines de millions d'euros qu'on peut perdre parce qu'on prend des risques énormes, parce qu'on met des bâtiments en jeu. On a des sociétés où aujourd'hui ça se compte en plusieurs dizaines et même en tout compris entre nous deux c'est des centaines de salariés. C'est des gros enjeux tout ça. Donc on prend énormément de risques. Mais là on n'est pas en train de défendre, on dirait le gros droitard qui se défend. Oui non mais nous on prend des risques, ok, on est, ouais j'ai peut-être un hélicoptère et 3 avions, ouais. Il y a un point qui est intéressant, c'est qu'on parle de négocier avec les banques, de croire à son projet. Faut se battre, clairement, mais il y a faut pas se mettre caution personnelle. Voilà, c'est là où parfois les banques elles vont te dire ok j'y crois, je vais te suivre, mais c'est pas parce que la banque te suit que tu as la certitude que ton business va être rentable à la fin. À la fin, elle sait qu'elle t'a cru dans ton projet. Déjà, comme dit Aurélien, je pense, désolé de te couper la parole, il faut être hyper sûr de ce que tu fais. Parce que moi, par exemple, quand j'étais chez Kawasaki, que je gagnais 1400 € net, j'étais sûr que je ferais de la ferraille. J'allais découper des TDS, vendre les lèvres-vitres, les pneus, les joints de coffre, les phares arrière, machin, tout ça, les phases 1, les phases 2. Je savais que j'allais rembourser mon crédit. J'aurais pas mangé, j'aurais mangé dehors dans une tente. Mais j'étais dans le mobil-home à l'époque. Et j'aurais remboursé mon crédit de toute façon. Donc déjà, ça, c'est, je pense, une chose primordiale. Soyez vous-même convaincus que vous allez dans tous les cas rembourser votre crédit. Et là, c'est ce que tu dis Aurélien, parce que la banque, des fois, te demande des cautions. Et des fois, justement, pour valider ce prêt qu'elle te fait, elle te demande d'être caution. Donc tu as deux cautions, la caution personnelle et la caution un peu sur les holdings et les choses comme ça. L'idéal, c'est évidemment de ne pas en avoir. Quand tu as une caution personnelle, ça veut juste dire que si elle te prête 100 000, elle peut te mettre caution à 40 000 ou 50 000 €. C'est-à-dire que si tu coules demain, quoi qu'il arrive, ta maison qui n'a rien à voir. Exactement. Donc 40 000 ou 50 000 € quand normalement, si ta boîte elle coule, c'est que tu les as pu, c'est-à-dire que tu es déjà pas bien. Et j'ai un de mes très bons amis à qui c'est arrivé, qui a eu une très belle carrière avant. Et les banques ont suivi parce que je pense que les rémunérations, les placements faits avant, l'immobilier d'avant, fait qu'ils ont assez facilement, pour moi, à mon goût, prêté cet argent. Il était multimillionnaire? Non, mais il avait très très bien gagné sa vie. C'était des rémunérations entre 10 000 et 20 000 € pour une belle carrière qu'il avait fait avant.
Et ça a duré 11 ans. Donc il a eu le temps de faire ça. Et il s'est retrouvé donc à se lancer dans un projet entrepreneurial. Et ce projet, malheureusement, au bout de 18 ou 24 mois, il a fermé. Et il avait une caution Et il avait une caution de 80 000 € qu'il faut aujourd'hui rembourser. Et t'as les huissiers et t'as tout ça qui te court après. Et ils te prennent tout, les gars. Ils prennent tout. Ils ont plus rien. Ils viennent chez toi, ils prennent maison, voiture. Si t'as un chien ou un chat qui vaut de la valeur, ils sont capables de vendre tes animaux aussi. Et pour ça, il y a des belles associations qui existent. Ouais. Et on a Jean-Marc qu'on connaît ensemble, qui est parrain d'une association qui s'appelle 60 000 rebonds. Et je trouve bien d'en parler quand il y a des gens qui sont au fond du seau, parce qu'il y a peut-être des gens qui te regardent aussi et qui ont eu des expériences avec coulé et qui peuvent se rapprocher de belles assos, qui sont là pour déjà t'expliquer que c'est pas parce que tu reçois des courriers d'huissiers qui vont tout prendre comme ça du jour au lendemain. Les banquiers parfois abusent dans les cautions en mettant des cautions trop importantes et ça peut être au tribunal perdu pour eux. T'es caution toi de quelque chose? Oui. Ah ouais, là... Combien? Alex, combien de signer? Combien? On a... Attends. Moi aussi je suis caution? Bah oui, t'es caution, c'est les trucs qu'ils nous ont fait signer pendant 100 000 ans. Ah ouais les gars, oh là là, horrible, il fallait des trucs écrits à l'ordi comme ça, fallait recopier à la main, il y avait 2 pages. C'est ça, et fallait faire 5 fois. T'es caution de combien? 300 000 je crois. 300 000 perso quoi? Oui. Et moi aussi? Oui, ça va être un Ah truc putain, comme ça. par contre c'est con parce que j'allais annoncer un truc, j'allais avouer que j'avais déjà 400 000. Donc j'ai 700 000 € de caution perso. Ah bah oui, bah du coup oui, parce que moi je compte que mes projets à moi quoi. Oh l'horreur. Donc en fait, dans ces cas-là, qu'est-ce qui peut te rassurer? Est-ce que j'ai l'argent? Bah moi je fais comment? Donc déjà, est-ce que t'as l'argent? Si tu l'as, tu peux te dire bon au moins ils me la prendront, mais au moins j'ai l'argent. Oui. Après sinon, parce que moi j'ai un pote, dans son hangar sans qu'il soit là, il s'est fait prendre son hélicoptère. Et ils ont dit hop, il y a un hélico, il est là-bas, il est en révision. Ils ont été le prendre au garage. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire 12 banques comme Medo, comme nous et tous les gars. Mais il faut être sûr d'avoir des capacités de remboursement. Ou alors des fois il faut peut-être faire un projet moins ouf et puis pas mettre de caution perso. Et important c'est que ces fameuses cautions, c'est vraiment le truc qui te colle à la peau et qui fait chier. Mais pour tous les entrepreneurs qui suivent, c'est que quand ta boîte t'inverse la tendance, c'est-à-dire que tu as le rapport de force avec la banque où ils sont là en train de te dire bah, les flux je les veux. Faut pas oublier de les annuler. Faut faire un courrier, sachez, c'est pas très compliqué, hein. C'est juste faire un courrier à ta banque ou aux banques, parce que s'il y en a plusieurs c'est ça, il faut pas les oublier, en leur expliquant que sur telle chose, bah, on ne veut plus être caution. Et comment ça justifie, c'est souvent que ton montant de caution, si tu l'as, c'est une règle, je n'ai pas la certitude qu'elle existe, mais c'est à peu près 3 fois le montant. Si tu l'as en trésorerie, si tu y vas, tu peux aller commencer à demander à ta banque d'annuler la caution. Faut que je le fasse. Les amis, pendant que j'y pense, on est en train de faire une vidéo avec Aurélien. Et en fait, je viens de me rappeler que j'avais sur un projet 400 000 € de caution perso. Et la règle avec Aurélien, on se disait que c'était à peu près 3 fois l'argent qu'il fallait sur les comptes. Donc bah, nous, évidemment, on pourrait demander aux banques de retirer cette caution personnelle de 400 000 €. Est-ce que vous pouvez faire le nécessaire et contacter les banquiers, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Vous voyez, je peux pas vous faire plus concret, les amis. Là, j'envoie un message au chef. Il y a quelque chose que tu dis très souvent dans toutes tes vidéos de Laurence de Noyer, et je trouve que c'est bien, c'est l'entourage. Ouais. Prendre des gens plus intelligents que vous et qui sont humainement bien, parce qu'après tu as des qui vont t'expliquer la vie et ça c'est pas intéressant. Non mais ou des gens qui vont prendre le temps de t'expliquer. Même pas forcément plus intelligents, mais des gens qui ont de l'expérience, qui ont déjà fait des choses. Mais ils vont t'expliquer leurs échecs aussi. C'est ça qui est bien, c'est que ce que tu as l'impression d'un mec qui a réussi, une fois que tu as enlevé le vernis et qu'il t'a expliqué ce que tu avais envie, et que tu discutes et qu'il a la confiance, tu as sa confiance, il va t'expliquer, mais attends, t'inquiète pas, je vais te raconter un truc. Moi, l'autre fois, j'avais investi 50 000 € dans un truc, puis je l'ai perdu. Ah ouais, tu te dis, ah bah oui, bah finalement, ça arrive à tout le monde. Donc là, maintenant qu'on a fait le tour de toute cette petite discussion qui, je pense, était intéressante, on va vous parler pour une boîte, quelle stratégie mettre en place pour obtenir un emprunt bancaire. Moi, c'est ce qu'on fait. La première chose, c'est préparer un dossier financier solide, qui est la clé de la décision. Donc, on a noté plusieurs éléments, les amis. La banque prête avant tout une capacité de remboursement et pas une idée. Ça, c'est vraiment la première chose. Oui. Quand c'est ton idée que tu veux vendre en capacité de remboursement, bah, c'est là justement que le PowerPoint, l'écran, le prévisionnel, des images, des photos, des vidéos, des choses convaincantes vont arriver en jeu. Il y a une présentation même perso, j'ai un de mes amis qui a investi dans une société et il m'a envoyé sa présentation, donc évidemment tous les chiffres que tu viens de dire, et il s'était présenté perso, son parcours. Ouais, bah moi je fais toujours ça. Un petit peu comme un CV. Ah mais moi je pars de 2014 jusqu'à l'idée qui m'arrive pendant que je travaille chez Kawa de faire des stories sur Snapchat. Moi je fais un monologue de 2 heures au banquier et ensuite en général tout le monde se lève et me dit je suis ok. Et j'essaye d'être convaincant mais je mens jamais. Je raconte une belle histoire, je raconte mon histoire et je fais toujours une vision pessimiste. Et je l'explique au banquier que je fais toujours une vision pessimiste dans mon prévisionnel. Tu penses, ouais. Donc les éléments indispensables, bilan et compte de résultat, ça c'est quand tu veux, on parle plutôt là
entreprise, ou alors on pourrait traduire bilan compte de résultat comme les 3 derniers fiches de relevé de salaire, de paye et d'état des comptes bancaires si c'est un crédit perso que tu veux faire. Un prévisionnel financier sur 3 ans. Là, on a vraiment fait quelque chose entreprise, mais on peut le convertir pour un projet perso. Compte de résultat prévisionnel, plan de trésorerie, plan de financement, capacité d'autofinancement. Ça, c'est hyper important. Faut que quand tu jettes ton projet, faut que tu aies une capacité d'autofinancement. Ça veut dire qu'une fois que tu as payé toutes tes charges, une fois que tu as payé, il faut qu'à la fin, il te reste les fameux 35% pour payer la banque. Ou plus si c'est pour une entreprise, etc. Taux d'endettement maîtrisé. L'objectif, c'est de prouver que l'entreprise génère assez de cash pour rembourser l'entièreté des dépenses qui sont liées au crédit. Parce qu'il faut penser aussi aux frais de notaire, il faut penser aux frais d'agence quand c'est pour un bien immobilier, mais quand c'est par exemple pour le rachat d'une entreprise, il y a des frais d'avocat fiscaliste, il y a des frais d'avocat en droit des sociétés, il y a des immatriculations des fois aux greffes, des trucs, tout ça, ça coûte... Pacte d'associés. Des pactes d'associés, ça coûte vraiment l'argent d'un notaire ou de quelque chose comme ça. Le point numéro 2. Dans le business plan qu'on a le modèle économique, en fait il y a 2 choses, donc là on est vraiment sur l'entreprise, mais il y a 2 choses, soit tu crées ce que toi tu as fait, tu as créé beaucoup de business, ou tu rachètes. Donc dans ces cas-là, quand tu rachètes, c'est comment tu fais, est-ce que la société elle est saine ou pas saine, est-ce que tu as des perspectives de croissance et de développement, et comment tu vas pouvoir générer du cash économiquement, donc en termes de business, de commerce, c'est comment tu vas faire en sorte que la société que tu crées de zéro, si tu es un artisan par exemple, j'étais dans le bois, mon père a fait ça. Son premier client, tu vois, pour amorcer la pompe. Donc, faut y penser quand même avant. C'est toujours sympa de faire le projet, mais si tu n'as pas ton premier client, tu peux attendre quelques années. Et c'est notamment nos spécialistes agents immobiliers, dès qu'il y a une période où ça monte, là, ils créent tous des trucs d'agents immobiliers en oubliant qu'à un moment donné, le marché va se tasser. Il faut toujours anticiper ça. Le marché, les clients, ça fait aussi partie de ce que je dis. C'est le marché de l'immobilier, tous les 10 ans, il remonte très fort. Et puis, tous les. Comme toi, quand tu avais voulu racheter ton entreprise de textile au départ. T'es le premier client. Mais je ne l'avais pas écrit du tout parce que je suis le premier client. Mais c'est un secteur, le textile, qui est quand même assez compliqué. Et donc là, c'est là que les banques t'avaient dit, je me rappelle à l'époque, que c'était attention, c'est un secteur. Complètement. On va peut-être être un petit peu pointilleux parce que c'est comme si tu rachètes juste après le Covid ou juste à un moment où on sait que c'est pas ouf, je sais pas, une boîte de nuit ou un truc. C'était Covid. C'était la deuxième vague. Et tu sais, tu pouvais renvoyer les gens chez eux et machin. Donc c'était pas facile. Et tu as été le premier client. Bon, ce qui s'est passé pour ma société reste 1% des cas, c'est-à-dire que le premier client de ma société a fait que globalement la boîte, ça l'a tiré vers le haut, tu le sais depuis le début. Donc je relativise toujours en me disant est-ce que j'aurais eu cette même croissance. Maintenant, il y a une réalité qui est, on s'est rencontrés, ça a matché et on a fait ça. Bon, puis même, mais ça arrive, il y a une part de réussite de mon côté d'avoir croisé la bonne personne au bon moment. Et la bonne taille d'atelier, parce que peut-être que... Et puis d'être convaincant, de toujours avoir un travail parfait. Je peux dire que moi, il y a des dizaines de personnes avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai arrêté, des prestataires parce qu'ils ne savent pas gérer. Même si moi j'ai apporté beaucoup de chiffre d'affaires à ton entreprise, c'est grâce à toi en partie, parce que je continue à bosser avec toi parce que c'est super. Et tu m'as fait gagner du temps, tu m'as fait gagner de l'argent, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait des super projets ensemble. Moi j'y croyais pas trop à cette part de réussite et d'opportunité, mais je pense que tout ce que tu dis depuis le début de ce qu'on s'est dit, c'est la personne qui va aller faire sa demande de stage, ça fait partie de ton parcours. Quand je suis arrivé chez Honda, donc j'ai été pris. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait Jean-Claude Bruno, le patron de chez Honda. Et il est arrivé, il a vu dans mon CV, il m'a pas parlé. Il a vu niveau anglais A2. Et il est arrivé, il m'a reçu en anglais. Ok, j'aurais été bien capable de parler. Et là, il m'a dit, il m'avait parlé en anglais, il m'a dit salut, comment tu vas t'appeler comment, on va continuer tout l'entretien en anglais. Il m'a dit, écoute, tu veux travailler chez nous, tu dis que tu parles anglais et que tu as le niveau classique, on parle en anglais. Sinon, ça sert à rien que tu viennes ici. C'est bien. Oh là, sur le coup, j'étais stressé tout, mon gars, j'étais là. Et aujourd'hui, c'est devenu un ami, ça a été mon patron. Et c'est quelqu'un qu'on voit encore aujourd'hui. Ça, c'est top. Et c'est vrai que je me rappelle de ce premier entretien avec Jean-Claude, qui était quand même particulier. Mais Jean-Claude était particulier. Était particulier, déjà. Voilà. Au moins. Mais pour un prêt, effectivement, quand on parle donc de construire un business plan, mais ça rejoint un petit peu ta présentation. C'est là, je vois les avantages concurrentiels, la stratégie commerciale, les risques et comment ils sont les maîtrisés. En fait, par exemple, de mon côté, comme j'ai travaillé pour des belles sociétés avant et que j'ai eu l'occasion de faire un peu de commerce, un petit peu de management, j'ai eu l'occasion de voir à quoi ça correspondait. Donc ça me parle et je sais le présenter. Mais preuve en est que finalement, même en sachant ça, je ne l'ai pas très bien fait pour notre projet au démarrage et tout. Oui, mais c'est important. Et un artisan, par exemple, je me dis, quelqu'un qui voit ça, et du coup, lui, c'est moins ça. Il a le savoir-faire, il ne sait pas toujours le vendre. Et donc, en fait, c'est ça, il faut savoir aussi présenter les choses. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. Parce qu'en fait, une banque, un artisan qui arrive, je pense, avec une belle présentation PowerPoint bien faite, comme tu viens de le dire avant, il est déjà... dans 90% du temps, au-dessus de n'importe quel artisan, s'ils n'ont pas le réflexe de faire ce genre de choses. Moi, par exemple, un savoir-faire, quand j'ai racheté un atelier, tu te doutes bien que coudre ou broder, c'était pas forcément ma façon de faire, donc je suis plus à l'aise à présenter un dossier. Mais par contre, j'ai pas le savoir-faire, donc par contre, ça c'était le pari. Et on me l'a posé en termes de banque, ils m'ont dit comment vous allez faire.
sachant que vous savez pas faire le taf, quoi, tu vois. Donc il fallait expliquer par exemple que Edith, que tu as rencontré, restait dans la boîte, que c'était l'ancienne dirigeante, mais que je l'ai conservée 2 ans et demi et qu'on a transmis et qu'on a, au sein de cette société-là, réussi à faire en sorte que le savoir-faire qui était présent a perduré en fait. Bah oui, ça c'est important. En vrai, tout ce qu'on vous raconte là, les amis, c'est une base, mais après il faut l'adapter à vous, il faut l'adapter à vos projets. D'ailleurs, ce document-là, on va vous l'afficher pendant quelques secondes pendant qu'on parle, et donc vous aurez juste à faire un screen de YouTube, les amis, et de l'agrandir. On l'a rédigé avec Philippe, Romuald, qui sont de la comptabilité de mon groupe, et qui, Philippe, a travaillé pendant des dizaines d'années au cabinet Firco, qui est devenu Bamex aujourd'hui. Et donc, c'est des sujets qu'ils maîtrisent sur le bout des doigts parce qu'ils ont rencontré et aidé des dizaines et des dizaines pendant toutes ces carrières d'entrepreneurs qui ont fait tout ça. Parce qu'après, les parties d'après, cette partie construire un business plan, en tout cas, c'est vraiment important et ça rentre dans ta présentation. Qu'est-ce que je vais faire, quoi. Voilà, c'est et ça. Comment le présenter. Et cette partie-là, ils vont autant apprécier la présentation, mais même si à la rigueur tu parles d'un PowerPoint, mais même si c'est un Word, mais qu'il y a un effort de présentation et que la personne y croit et quand elle raconte, c'est comme tout quand tu fais un oral de bac ou d'un truc, que même si t'es pas bon et qu'en anglais t'es pas bien, si t'y crois, la personne elle va avoir envie de t'aider. C'est la même chose pour une banque et peu importe ton dossier. Il faut vraiment se bouger, quoi. Oui. Et donc ensuite on avait écrit d'autres points, donc définir clairement l'objet du prêt. Un emprunt bancaire qui doit financer quelque chose de précis, quel investissement, une machine, un véhicule, des locaux, le développement, du recrutement, la croissance d'une entreprise, des besoins en fonds de roulement, le BFR, donc ça c'est le besoin dont tu as besoin tous les mois pour payer tes impôts, tes salariés, tes charges, etc. Montrer l'engagement des dirigeants, les apports personnels, les réinvestissements, les garanties personnelles, les apports de flux. Ça, je sais qu'il y a plein de banques, quand tu fais un crédit, elle va dire bah écoutez, vous avez une entreprise, nous on veut récupérer ce qui tombe. Par exemple, moi je vends mes t-shirts. Il y a des boîtes qui vont dire ok, tu veux 2 millions d'euros, on te les prête, par contre on veut récupérer ce qui tombe des t-shirts du site La Boiserie, on veut que ça tombe chez nous. Et par exemple, quand on a acheté le bâtiment d'Airsoft, on a fait transférer les flux de l'Airsoft vers cette banque. Ils le demandent tous. Et voilà, et c'est normal. Et nous on a la chance d'avoir pas mal de petits business différents. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, Jabois c'est pareil. Jabois Assurance, c'était une entreprise qui était particulière parce qu'on a pratiquement travaillé 1 an sans gagner d'argent. Parce que c'est au bout de 6 mois ou 1 an qu'ensuite on est payé. Donc c'est-à-dire qu'on travaille qu'avec des petits frais de dossier de 20 balles, 10 balles. Donc pendant 1 an, on paye des salariés, des locaux, des crédits et on rentre pas d'oseille. Et la performance de cette boîte-là en 3 ans, c'est magnifique. Là aujourd'hui, on va vous faire une vidéo sûrement bientôt avec Jawad. Jabois Assurance, ça a bien évolué. Merci d'ailleurs à tous les abonnés qui nous font confiance. On espère qu'on vous rend service à chaque fois. On fait gagner quand même pas mal de sous à pas mal de monde. Les mutuelles aussi pour les salariés, parce que en l'occurrence je l'avais fait. Jabois des hyper pros. On trouve vraiment des belles choses. En fait, c'est ça la différence. Encore une fois, il y a s'assurer, c'est pas très compliqué. Mais avoir un mec comme Jawad qui peut vous répondre le week-end, qui peut vous êtes en panne sur la route, vous avez un truc. Non mais tu sais que c'est un énorme service. Non, quand t'es vraiment intéressé, allez pas l'embêter le dimanche. Mais Jawad, il a sauvé la vie à plein de gens sur des assurances de voitures que tu vas chercher. On fait plein de petits trucs comme ça, de détails, mais genre des fois tu peux payer 1 euro ou 2 euros par mois. Et si tu perds tes points, ton stage de récupération de points, il est pris en charge par Jabois. Par exemple, assurer des voitures juste pour un trajet de retour quand tu vas acheter une bagnole. Tu vois, tu veux l'acheter un dimanche, tu peux aller sur notre site le faire. On a proposé plein de solutions. Assurance emprunteur. Et les abonnés de ma commune nous font beaucoup confiance, et donc c'est pour ça que je vous remercie encore une fois. Donc dans la suite de ce projet pour comment négocier avec une banque, comment obtenir un emprunt, choisir la bonne banque et le bon interlocuteur. Et nous, on peut en parler avec Aurélien. Toutes les banques n'ont pas les mêmes appétences pour le risque et de stratégie cibler des banques qui sont déjà engagées dans le même secteur d'activité que vous. Travailler avec un chargé d'affaires d'entreprise si possible en fonction des chiffres d'affaires. En fait, des fois, tu vas être en agence et puis quand ton entreprise prend un peu d'ampleur, tu vas être en banque entreprise, en banque pro, et puis après, tu vas être en chargé d'affaires. Donc ça, c'est des gens, centre d'affaires, c'est que des gens à Paris qui viennent à chaque fois se déplacer, il n'y a plus d'agence. Et c'est des gens qui vont gérer de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires, ensuite de 1 million à 5 millions. Et puis après, quand tu passes certains seuils, tu as des boîtes qui vont gérer de 50 millions à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il y a même des banques, moi, que j'ai travaillé pour un autre projet, qu'on ne connaît pas, qui ne font pas de publicité, on n'entend jamais parler, et c'est des banques qui gèrent à partir de 40 ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça n'a plus rien à voir pour obtenir un financement. Tu fais un rendez-vous comme ça, ils te disent ok, ils t'envoient l'argent et tout, enfin, c'est beaucoup plus simple, mais attention, et si tu es agréé chez eux, c'est que déjà tu as passé tout un tas de trucs. C'est intéressant de choisir aussi la bonne banque et le bon interlocuteur, parce que nous on a déjà eu des rendez-vous avec Aurélien, avec des gens ultra négatifs, qui croyaient pas du tout dans notre projet. Soigner la relation bancaire, mais ça, je vous dis pas ça en vidéo, et je le dis pas parce que je suis devant mes banquiers, je le pense vraiment. Ça veut dire qu'il faut aussi faire des efforts et se dire qu'est-ce qu'on peut amener à la banque. C'est grâce à ces gens-là, même s'il y a quand même, je disais tout à l'heure, une vision globale négative sur les banquiers, c'est grâce aux banques qu'on peut travailler, c'est grâce à ces gens-là. Et quand tu fais l'effort toi-même de ramener des flux financiers, quand tu fais l'effort, quand par exemple t'es salarié avec un CDI ou un CDD et tu veux acheter ta première maison, quand tu fais l'effort de dire voilà, j'ai 10 000 euros de côté, je vais les mettre en apport, c'est énorme. Si tu as 20 000 euros sur ton compte et que tu mets 10 000 euros en apport, la banque va se dire putain, le mec il se met en cadre quand même pour pouvoir aller dans le sens de la banque. Moi j'ai souvent
souvent la chance de bien négocier, de faire des belles présentations et d'avoir 0%. Moi, je mets pratiquement jamais d'apport. Sur la partie qu'on va faire, il y en a une partie où on met part et une partie où c'est 10. Anticiper les objections de la banque, c'est ce que je disais tout à l'heure. Faut aussi anticiper en disant bah oui, vous verrez que sur le bilan, en 2018, j'ai lancé une boîte de location de voitures et c'était peut-être une erreur. Et vous verrez au bilan 2025 que j'ai failli acheter un château et que je me suis assis sur 100 000. Donc oui, il y a 100 000 de pertes. Regardez l'ensemble. Bon, il reste un peu de bénéfice normalement. Préparez dans votre argumentaire ce que la banque va vous dire. Ah oui, mais attendez, vous rachetez une boîte de nuit, on sort du Covid. J'espère qu'ils se sont relevés, tous les mecs qui avaient des gros problèmes avec leur boîte. Franchement, force à vous les gars, force aux restaurateurs et aux agriculteurs en ce moment. Parce qu'on a toujours un secteur d'activité dans notre pays qui est quand même en crise et là, l'agriculture, c'est quand même quelque chose. C'est le seul truc quand il bloque qui me fait pas chier, je me dis au fond. Oui, voilà, clairement. Donc la volatilité par exemple du chiffre d'affaires, un Covid, un truc, faut savoir l'expliquer. La dépendance à un gros client, comme disait Aurélien tout à l'heure. Moi, c'était mon cas. Quand tu vas voir une banque, moi c'est vrai que je t'apportais, je sais plus combien, 50% du chiffre d'affaires. Ton banquier va dire, bah si ce client-là il se barre ailleurs, voilà. Et c'est là que tu peux venir voir ton client, lui faire signer un papier, un engagement. Ça se fait, hein, ça se fait. Non mais nous on l'a pas fait. Oui. Je sens que tu veux le dire qu'on l'a pas fait. Non, on l'a pas fait, Aurélien. C'est que je me dis, j'imagine. Tu ne m'as pas mangé dans la main, Aurélien, c'est vrai. C'est moi qui te mange dans la main aujourd'hui. J'imagine arriver au château puis dire, Lucien, tu peux me signer le papier. Mais je te l'aurais signé. Je te l'aurais signé parce que moi j'ai signé à beaucoup de gens que j'ai embauchés, des promesses d'embauche parce que les périodes d'essai se sont bien passées pour avoir une maison, pour avoir un loyer, etc. Et donc moi je sais que tu l'aurais fait. Ouais, je l'aurais fait, bien sûr. Et on en a parlé dans la vidéo qu'on avait fait à l'atelier. Tu sais, à l'époque, j'avais eu ma petite galère de quelques t-shirts. Oui. Et donc j'avais géré comme un grand. Oui. Mais quelques semaines après, tu m'avais dit deux choses. La première, tu m'avais envoyé un petit message que j'ai un peu gardé en tête. Je sais pas la tournure exacte. Hein. Ta mère et toi m'avaient un peu dit merci d'avoir géré. Mais en fait, j'avais fait une merde. Alors qu'elle n'était pas complètement moi, machin. Mais juste parce que j'avais géré la merde, vous aviez dit merci et je m'étais dit tiens. Des gens, juste en fait, à partir du moment où tu traites le truc. Et tu m'avais dit en bagnole, tu m'avais dit ouais, tu sais que si vraiment ça t'avait mis dans la merde, je t'aurais aidé financièrement et tout, tu vois. Et donc je le sais. Et on s'était associés sur Communique un mois avant. Je m'étais dit mais quel enfer, on vient d'être associés. Et il y a une emmerde à 60 000 balles qui nous tombe dessus. En gros, pour donner des détails, il y a dans le four où les t-shirts cuits, il y a des néons qui étaient morts. Et en gros, bah, tu passes un coup d'eau sur le t-shirt, tout le visuel il tombait. Et donc il y en a eu pour plus de 60 000 €. Ouais, c'est ça. Et moi je m'étais dit, bah maintenant que ça fait des années, je te le dis franchement maintenant en vidéo, les gars, je me suis dit, bah écoute, on paiera la moitié avec lui, on va faire 50-50. Mais on va voir si tout de suite il me parle d'argent. Parce que les gens ils sont tous comme ça. Ils viennent te voir, ça me concerne pas. Moi je suis client. Mais on se fait beaucoup confiance. Donc à un moment donné, si t'es ton gros client que tu travailles toute l'année avec lui, le jour où il est dans la merde, tends-lui la main, merde, non, les gens sont pas comme ça. Il faut sortir un centime. Et moi j'ai dit à ma mère, j'ai dit écoute, on prendra en charge la moitié, mais on le laisse gérer. Et là Aurélien il a dit bah je suis dans la merde parce que bah ça met en péril les trésoreries de la boîte, peut-être de la trésorerie lui perso et tout. Et il s'est dit bah je vais gérer comme un grand, je veux pas décevoir mon client qui est quelqu'un qui a moins de 50% du chiffre d'affaires. Et moi j'ai testé un peu. Et il m'a dit non, bah je gère. Je lui ai dit bah écoute, bon courage et tout. Merci de gérer. Ça fait plaisir de voir enfin quelqu'un qui gère sans tout de suite nous dire bah il y a de l'argent ici, je vais lui demander. Et puis à la fin, bah il a vraiment géré tout entièrement. Et je crois que je t'ai même pas donné d'argent. Non, j'ai été remboursé par l'assurance 11 mois après. Ah ouais d'accord. Moi j'ai déjà fait ça. C'est pas normal. Non, c'est pas normal, mais c'est parce que c'est ton état d'esprit. Bon les amis, ce petit document on vous l'a mis sur la vidéo. Je pense que ça peut être intéressant et puis vous aider. Je trouvais ça cool de parler de manière un peu libre dans la neige. Ah ouais, ça c'est magnifique. Avec un rayon de soleil. Je le referai jamais un truc comme ça. C'est ça qui est incroyable. Non. Mais ce que tu as dit pour ce sujet-là, je trouve que c'est cool parce qu'on en a parlé un tout petit peu. Et je me suis dit, en fait, et la discussion fait que c'est le résumé un peu de ça, c'est qu'en fait, tu dois tout le temps te battre. Mais donc, on y croit et pour moi, on a été jusqu'au pour le projet qu'on va présenter dans quelques mois, du coup, une semaine, ou enfin on verra. C'est toi qui gères, mais c'est plus. On s'est battu. Ouais. Tu m'as fait 100% confiance et ça comme d'hab, mais on s'est pas acharné, tu vois, c'est toujours d'y croire, mais c'est juste qu'à un moment je me suis dit si là on n'y arrive pas, à un moment exactement. J'étais un peu sous pression, tu l'as senti, je t'ai dit, c'est juste j'ai dit, moi il y a un moment j'en ai plein le cul, et donc si on signe pas là, on arrête. Parce qu'en fait, parce que ça, tu tombes fou à la fin. Ouais. Et c'est comme une entreprise qui va mal ou qui est en train de couler. Un bon entrepreneur, c'est aussi le mec qui arrive à stopper à temps. 100%. Sans emmener la maison, la baraque, la deuxième baraque et les voitures. Et voilà, tu vois, c'est un moment de dire stopper et vas-y, bah tu sais quoi, je vais reprendre un boulot, je vais me refaire, je vais refaire autre chose, je vais refaire truc. C'est une réussite parce que t'as pas emmené tout ce que tu as mis des années à bâtir ou des choses comme ça. Ouais. Sur ces belles paroles, les amis, je pense qu'on a fait le tour. Ah bah c'est parfait. Ouais. Je suis pressé de vous présenter ce qu'il y a derrière la caméra. Je suis pressé de vous présenter ce qu'il y a derrière la caméra, mais à peu près 100 bornes. Ouais, c'est ça. Et ça fait déjà 2 énormes trucs à vous montrer bientôt. Donc les gars. Et nous, notre sujet, il fait parler en commun. Oui. Voilà.
J'en entends parler, tout ça. Ah bah, ça commence à faire un peu de bruit, donc c'est bien. Oui, un youtubeur. Bon, allez, c'est lui qui a fait ce projet. Et alors? Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça se trouve, il t'a pas demandé d'argent. Mais non. Ça me fait plaisir, t'as pas parlé de ma femme. Donc Non. Ah oui, bah, on peut en parler si tu veux. Je lui ai toujours dit, Aurélien, que s'il lui arrivait quoi que ce soit, sachant que c'est mon associé, je prendrais immédiatement extrêmement soin de sa femme. Et je lui ai dit, tu sais quoi, même si tu meurs pas. Voilà. Et on est caution perso tous les deux. Et voilà. Après, je m'occuperai aussi de son fils. Hein. Ah, merci. Je mettrai la DAS et je paierai les frais. Je paierai les frais. Grand cœur. Je viens de le dire. Ah bah ouais, il a un grand cœur, cet homme. Mais oui, vrai, évidemment, quand à la maison on a une Bugatti Chiron, enfin c'est une tourbillon même toi que t'as, évidemment, je la récupère la tourbillon le jour où tu meurs et j'en prends soin, frère. Évidemment. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Les gars, sur ces belles paroles, on vous dit de vous abonner à cette petite chaîne YouTube. Et puis merci Aurélien d'être venu. Bah merci à toi en tout cas. Allez, à bientôt les potes. Ciao.